Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première vidéo du 11e cours. Dans cette vidéo, je vais vous parler de systèmes linéaires toujours, mais cette fois-ci des systèmes n fois n et de matrices inverses. Alors, on va s'intéresser dans la suite à des systèmes linéaires n fois n, donc, c'est-à-dire qu'il y a autant d'équations que d'inconnus. Donc ici, en l'occurrence, il y aura n équations et n inconnus. Alors, vous voyez que par rapport à l'écriture matricielle que j'ai définie la semaine passée, la seule chose qui change, c'est dans la dernière ligne, où à la place d'un m, il y a un n en premier indice pour les a, i, j, et puis bn au lieu de bm. Alors, j'aimerais revenir sur un point sur lequel je n'ai pas forcément insisté la semaine passée, ce point, c'est le suivant, c'est que par cette écriture matricielle, vous voyez, c'est le cas de le dire, ce petit point ici, qui dénote un produit. Eh bien, ce produit a un nom, ça s'appelle le produit matriciel. Ici, on multiplie une matrice, A en l'occurrence, par le vecteur x, le vecteur qui contient toutes les variables, x1 à xn. Et la définition de ce produit est donnée par cette équivalence. Donc, le produit matriciel, au fond, nous est donné ou défini par cette équivalence, donc quand on transforme l'écriture matricielle en écriture en système linéaire. Alors peut-être pour donner un exemple vraiment plus concret, si je prends une matrice de 2, disons 1, 2, 3, 4, et que je la multiplie par le vecteur x1, pardon, x2, donc ici, ceci est un produit matriciel. Eh bien, par définition, ceci est égal au vecteur où en première composante, je vais multiplier 1 par x1 et ajouter 3 fois x2. Et ici, ces produits, ce sont des produits de nombres. Donc les produits que vous connaissez très bien. Et deuxième composante, 2 fois x1 plus 4 fois x2. Je n'ai fait que reprendre la définition du produit issu du système, donc. Et ici, c'est aussi un produit de nombres. Alors, il est très important de faire la distinction entre ces deux types de produits, surtout parce qu'au fond, ils sont notés de la même manière, par ce petit point. Alors, vous pourriez vous demander quel est l'avantage d'utiliser le même symbole pour des produits qui sont apparemment de nature différente. Eh bien, au fond, ce qu'il faut comprendre plutôt, c'est que ce qu'on fait là, c'est une généralisation du produit de nombres. Au fond, pour le cas n égale à 1, le produit matriciel est simplement le produit de nombres. Et si n est plus grand que 1, eh bien, on généralise le produit de nombres en ce qu'on appelle ici le produit matriciel. Alors on pourrait se demander quel avantage il y a à considérer cette généralisation. Et une des réponses possibles, c'est que cette généralisation, elle va nous aider à avoir l'intuition d'une autre méthode de résolution des systèmes linéaires. Et cette méthode de résolution, elle passe par ce qu'on appelle l'inverse de matrice. Cet inverse de matrice, il va au fond jouer le même rôle que l'inverse d'un nombre. Et je vais expliquer ce que j'entends par là. Donc si on considère le cas où n égale à 1, c'est-à-dire que a majuscule, x et b sont tous des nombres. Donc notre système linéaire 1 fois 1, c'est une équation à une seule variable. Alors, je vais prendre a un nombre, disons, 3. X, c'est ma variable. Alors ici, le produit matriciel, en fait, c'est simplement le produit de nombres usuels. Et puis, je vais prendre b, un nombre réel, donc on va dire, je ne sais pas, 7. Voilà. C'est mon système d'équations linéaires, 1 fois 1, une variable, une équation. Alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce type de système? Eh bien, vous le savez certainement déjà. Eh bien, il suffit d'inverser ou de multiplier par l'inverse de 3, c'est-à-dire un tiers. Donc, au fond, x est égal à 7 sur 3. Une autre manière d'écrire ça,
c'est d'écrire que x est égal à l'inverse de 3, qu'on écrit 3 puissance moins 1, fois 7. Et donc, au fond, c'est ce que vous voyez écrit ici. X est égal à a puissance moins 1 fois b. Donc, la condition pour qu'on puisse faire cette opération, vous le savez très bien, c'est le fait que a ne soit pas nul. D'accord? Je ne peux pas diviser par 0. Mais tant que a n'est pas nul, eh bien, j'ai ma solution du système qui va être x est égal à a-1 fois b. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce type de résolution est possible lorsque n est strictement plus grand que 1? En gros, est-ce qu'il est possible d'inverser une matrice comme on inverse un nombre? Alors, la réponse est oui, mais il y a des conditions. La première condition, c'est que la matrice soit carrée, c'est-à-dire que la matrice soit de taille n fois n. Si m et n ne sont pas de la même taille, c'est-à-dire si on a plus d'équations ou moins d'équations que de variables, en gros si on n'a pas le même nombre d'équations que de variables tout simplement, eh bien on ne peut pas inverser une matrice. Et donc c'est la raison pour laquelle ici on considère des systèmes linéaires n fois n. Mais ce n'est pas la seule, au fond, condition qu'il faut remplir pour qu'on puisse inverser une matrice. Cette autre condition à remplir pour qu'on puisse parler d'inversibilité, eh bien elle est ici donnée sous forme de théorème. Et c'est qu'un système A fois X égale à B, donc un système linéaire N fois N, eh bien, si ce système a une unique solution, eh bien, c'est équivalent à l'existence de l'inverse de A. Donc, en fait, si on sait qu'on a une solution unique, alors on va pouvoir résoudre le système à l'aide de la matrice inverse. Il suffira pour trouver la solution de multiplier la matrice inverse par le vecteur B. Alors, un peu de vocabulaire, on dit que A est inversible quand A-1 existe. Alors, ce théorème, bien qu'utile théoriquement, puisqu'il nous indique qu'on peut résoudre un système grâce à la matrice inverse, eh bien, en pratique, il est un peu problématique, puisque ce n'est qu'un résultat d'existence. Au fond, il ne nous dit pas du tout comment calculer cette inverse, donc A-1, même quand son existence est assurée. Alors donc, il nous faut trouver un moyen de calculer cette matrice inverse. Et pour ça, on va reprendre un exemple qu'on a traité la semaine passée, donc le système que vous voyez ici. Et ce système, on avait réussi à démontrer qu'il n'avait qu'une seule solution. Et cette solution, c'était donc, vous la voyez ici en rouge, 2, moins 3 et 1. Alors, la manière dont on avait réussi à trouver cette solution, c'était qu'on avait écrit le système sous forme de matrice augmentée, que vous voyez ici, puis on avait appliqué des opérations élémentaires sur les lignes. Donc je vous rappelle, les opérations élémentaires, c'est multiplier des lignes par des constantes et les additionner entre elles. Et donc, on était arrivé à cette matrice augmentée finale où à droite de la barre, vous avez la solution en rouge, donc. Et puis à gauche de la barre, j'en ai pas parlé, mais vous avez cette matrice que je note I, qui s'appelle la matrice identité, donc qui est une matrice diagonale. Dans la diagonale, vous avez des 1, et partout ailleurs, vous avez des 0. Alors, en fait, cette matrice joue un rôle assez important pour déterminer donc l'inverse de la matrice A. Donc, cette matrice identité, ici, j'ai noté qu'elle appartenait à R puissance 3 fois 3, mais en fait, on peut évidemment généraliser ça à Rn fois n, donc des matrices de taille n fois n. Alors, cette matrice identité, elle a la particularité que pour n'importe quel vecteur, eh bien, de bonne dimension, donc ici, n'importe quel vecteur appartenant à R3, eh bien, quand je multiplie la matrice identité par un vecteur, n'importe lequel, eh bien, on retombe sur le vecteur lui-même. Alors, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est assez simple à comprendre. Je vais vous faire le calcul ici. Donc, donc ici, je prends la matrice identité 3 fois 3, donc c'est une matrice carrée 3 fois 3. Et puis, je vais prendre un vecteur dans R3 que j'appelle X. Il a 3 composantes, X1, X2 et X3. Maintenant, je multiplie la matrice I par le vecteur X.
et j'aimerais voir que cela me donne bien le vecteur x lui-même. Donc ici, je vais utiliser la définition du produit matriciel. Première composante, 1 fois x1 plus 0 fois x2 plus 0 fois x3. Deuxième composante, 0 fois x1 plus 1 fois x2 plus 0. Hop. Il est un peu bas, mon petit point. 0 fois x3. Et enfin, 0 fois x1 plus 0 fois x2 plus 1 fois x3. Ici, je n'ai fait que reprendre la définition du produit matriciel qu'on avait vu au tout début. Et bien maintenant, je n'ai qu'à regarder ce que ça donne composante par composante. Donc la première composante, si vous voulez la première ligne ici, là, qu'est-ce que ça me donne? Bien, j'ai 0 fois x2, 0 fois x3 et 1 fois x1, et bien j'ai simplement x1. Et puis pour les deux autres lignes, eh bien vous voyez immédiatement que ça nous donne x2 et x3. C'est-à-dire que on obtient x. Voilà, c'est tout ce que cette propriété veut dire, et c'est une des raisons pour laquelle on appelle cette matrice la matrice identité, c'est-à-dire que quand on multiplie cette matrice par un vecteur, eh bien on ne change rien. Alors, petite remarque sur ce produit matriciel que je viens d'exécuter ici, et en général, en fait, au début, c'est un peu difficile de ne pas se perdre, et peut-être une technique pour se rappeler comment le faire sans avoir regardé à chaque fois la définition que j'ai donnée au début, c'est de se rendre compte que la première composante du produit, donc celle-ci, elle provient de la première ligne de la matrice que je multiplie avec la colonne des x. Et puis la deuxième composante du résultat, celle-ci, elle vient de la deuxième ligne. Et enfin la troisième composante, elle vient de la troisième ligne. Voilà, ça peut peut-être vous aider un petit peu à vous familiariser avec ce produit. Alors revenons à un autre exemple. Donc je vous rappelle que ici, la matrice A qu'on considère, c'est la matrice issue du système, donc cette matrice 3 x 3 que vous voyez ici. Et donc on sait que cette matrice est inversible puisque le système a une unique solution. Donc comme je sais que A-1 existe, eh bien je peux écrire cette équivalence. C'est-à-dire que A fois X égale à B est équivalent à X est égal à A-1 fois B. Alors maintenant, je vais écrire une équivalence qui est presque tautologique, on va dire. Je vais juste prémultiplier par I le vecteur B et le vecteur X. Donc c'est cette équivalence que vous voyez ici, qui est clairement la même que celle du dessus, par la propriété que je viens d'expliquer, du fait que la matrice d'identité ne change pas le vecteur par lequel elle est multipliée. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, si je vous rappelle comment on a obtenu la solution en partant de la matrice augmentée, donc AB, je vous rappelle qu'on a obtenu la solution en faisant des opérations élémentaires sur les lignes, une série d'opérations élémentaires sur les lignes, et on a obtenu la matrice augmentée I, et puis à droite de la barre, on avait la solution, et la solution, on sait que dans ce cas, elle s'écrit A-1 fois B. On ne connaît toujours pas A-1, bien évidemment, mais théoriquement, on sait que c'est ça. Alors, ici, à droite, dans ces matrices augmentées, à droite de la barre, j'ai des vecteurs. L'idée de la deuxième équivalence avec les i, c'est simplement d'écrire ceci, ça revient exactement au même. I fois b, c'est simplement b. J'applique des opérations élémentaires là-dessus. Je vais obtenir i comme je viens de l'écrire, avec a-1 fois b de l'autre côté. Et donc l'idée ici, c'est que en ayant écrit cela, bien, ça nous donne l'intuition d'éliminer les b de ces matrices augmentées pour considérer des matrices augmentées où à gauche et à droite de la barre, on aura des matrices. Donc l'idée, ce serait de partir de la matrice augmentée A bar avec I, avec l'identité,
de faire les mêmes opérations élémentaires qui nous ont permis de trouver la solution. Et normalement, on devrait obtenir la matrice augmentée I bar la matrice inverse A-1. Alors, juste avant de passer à l'exemple, cette méthode ici va s'appliquer à l'exemple qu'on considère, bien évidemment, mais elle marche en général pour autant qu'on soit assuré de l'existence de l'inverse de A.